Bonjour tout le monde, je fais un petit vlog pour vous présenter mon roman qui vient de sortir aux éditions Actu SF. C'est un roman de fantasy humoristique qui s'appelle Premier souffle. Voici la couverture. Alors évidemment, pardon, c'est de la pub. Si vous n'aimez pas la publicité du tout, eh bien, allez-vous-en. Si vous êtes curieux de savoir ce que peut bien écrire Mandax, eh bien, restez, parce que c'est fait pour vous, pour ça. Je vous dis deux mots de ce livre. Donc, Premier souffle, je l'ai écrit en 2003. Je l'ai réécrit 7 fois. Il a été publié une première fois en 2011 aux éditions Komodo. C'était dans cette édition-là, avec une couverture de Lucky Jackal, que vous connaissez parce qu'il réalise les épisodes canon de La Tronche en biais. Il fait les visuels également, il a fait le logo. Ce livre a été réédité l'année suivante dans ce format-là, avec toujours le dessin de Lucky Jackal. Et puis l'année suivante, le tome 2, Les 4 vérités, a été publié. Ces livres-là, vous ne les trouverez plus, hein, ils ont été épuisés, la maison a coulé, c'est pas ma faute. Et donc pendant 8 ans, ce livre est retourné dans mon tiroir, jusqu'à ce qu'un certain Pierre-Marie me mette en relation avec les éditions Actu SF, fasse en sorte que l'éditeur s'intéresse au livre, et puis c'était un match, le texte a plu à Jérôme Vincent, qui a donc travaillé pour que existe cette version-là. La couverture est encore de Lucky Jackal. Alors c'est quoi ce bouquin? C'est l'histoire d'Aniel, qui est une petite fille qui a 9 ans. Et Aniel, elle vit dans un monde où les gens naissent avec des dons magiques, parfois pas toujours. Hein. La magie existe, elle est enseignée à l'école, elle est pratiquée comme une technique, comme une science. Et puis les gens naissent parfois avec un don particulier. Ça peut être le don de dire l'heure exacte à la seconde près, le don de toujours savoir où est le nord, le don de parler des langues étrangères, le don de se rapetisser, de maîtriser les éléments. Et Aniel, elle a le don de renforcer la magie autour d'elle. Alors d'une part, c'est un don extrêmement rare et compliqué, et c'est un don extrêmement dangereux parce que quand on renforce la magie autour de soi et que la magie n'est pas destinée à être renforcée, ça fait des catastrophes. Et donc le livre commence avec quelques petites catastrophes comme ça. Et alors les gens se disent, cette gamine, il ne faut pas qu'on la laisse comme ça, il faut peut-être qu'elle apprenne à utiliser la magie, à maîtriser son don, de manière à ne pas produire des catastrophes ou à ne pas être manipulée par des gens qui voudraient qu'elle renforce leur magie à eux, parce que les méchants, ça existe, y compris dans les romans. Et donc, Aniel, elle n'a pas tellement envie de quitter sa terrière, sa maison dans la forêt, parce qu'elle a grandi un peu dans la forêt comme ça, c'est un peu une enfant sauvage, pour aller à la grande ville, à l'école de magie, ça l'intéresse moyen. Et puis, en fait, on dit, ah mais non, mais en fait, ça va pas être possible, parce que la magie, c'est un truc sérieux, alors ça n'est enseigné qu'aux garçons. Et donc ça, quand elle entend ça, elle n'est pas tellement d'accord, et en fait, ça la motive à vouloir aller à cette école, et donc elle y va. Et l'histoire du roman, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est une petite fille de 9 ans, pas forcément très bonne élève d'ailleurs, avec un caractère de cochon, dans un monde où la magie, c'est pas fait pour vous, quoi. Et vous devez comprendre comment est-ce qu'on fait, voilà, est-ce qu'elle va réussir, est-ce qu'elle va pas réussir, est-ce qu'elle est... Je ne vous divulgage pas davantage le contenu, mais j'ai promis de répondre à quelques questions que vous avez posées sur les réseaux sociaux. Notamment, il y avait la question de pour quel public. Alors c'est un livre orienté jeunesse, mais pas que. Donc dès l'âge de 10 ans, lorsqu'on est très bien, plutôt 12 ans, jusqu'à 99, peut-être 102, je n'ai pas de lecteur qui est en cet âge, mais je suppose qu'on peut encore le lire. C'est une histoire où il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, il y a un humour sarcastique qui peut échapper aux plus jeunes, qui peut échapper d'ailleurs aux moins jeunes aussi, mais bon, admettons. Voilà. En termes de références, on m'a demandé quelles étaient les références. C'est un livre avec une école de magie. Oui, il y a un petit peu de Harry Potter là-dedans, évidemment, parce que j'ai beaucoup apprécié les films et les livres, et donc ça m'a mis un peu dans le mood. Mais mon inspiration principale, ma référence plutôt principale, c'est Terry Pratchett, avec Les Annales du Disque Monde. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Terry Pratchett, j'en suis bien désolé pour vous. C'est un auteur anglais, un immense auteur anglais, qui a écrit une longue saga de presque 40 livres. Voilà, on m'a également demandé si c'était parfaitement logique d'être à ce point attaché à la rationalité, d'être zététicien militant, et à la fois d'aimer la fantaisie et d'en écrire. J'ai envie de dire que je ne vois aucune contradiction là-dedans, puisque quand on regarde l'histoire des grands sceptiques américains ou même français, c'est des gens qui adorent la magie. Vous avez James Randi, vous avez Matt Dillon-T, il y en a d'autres. En France, vous avez eu Majax, qui était un magicien associé à Henri Brock pour le prix sceptique. C'est pas étonnant. Et la zététique, historiquement, étant un intérêt scientifique pour les phénomènes dits paranormaux, beaucoup de zététiciens ou de sceptiques
sont devenus sceptiques et zététiciens tout en ayant un intérêt pour tous ces phénomènes et ils ont acquis la méthode en testant leurs croyances. Donc non, ce n'est pas incohérent du tout d'aimer la magie, d'aimer la fantaisie ou la science-fiction et d'être par ailleurs sceptique, prudent et exigeant dans ce qu'on accepte de croire. J'ajouterais même que pratiquer la fiction, en tant qu'auteur ou en tant que lecteur, aimer, consommer, lire des livres ou même voir de la fiction au cinéma, ça peut aider à reconnaître les codes de ce qui fait une bonne histoire, de reconnaître les codes de ce qui départage le réel du non réel, de la fiction. Et par conséquent, je crois que ça peut aider à repérer un petit peu les ficelles lorsqu'on nous raconte une histoire qui est un peu trop belle pour être vraie, à faire la part des choses entre ce qui relève de la conspiration, de l'absolu-science, et d'un discours qui repose sur des bases solides. Donc la fiction, et la fantaisie en particulier, n'est pas inutile dans un parcours de zététicien. Et la dernière question, c'est est-ce que ce livre contient de la zététique, est-ce que ça en parle? Alors le livre a été écrit, je vous ai dit, a été créé en 2003, donc bien avant La Tranche-Chambier qui date de 2014, je vous rappelle. Mais les chiens ne faisant pas des chats, évidemment, les thématiques qui m'intéressent et dont je vous parle sur la chaîne avec mes collègues, j'en parle déjà un peu là-dedans. Et puis, ce personnage Daniel de gamine qui a un sale caractère, évidemment, moi je m'y reconnais. Je pense qu'il n'y a pas plus puissant qu'un regard d'enfant pour questionner et percer à jour les dogmes, les présupposés, les stéréotypes, voilà, tous les préjugés qu'on peut avoir lorsqu'on est adulte et qu'on s'est construit dans une société où il y a des choses qu'on ne questionne pas. Il n'y a pas plus puissant que ce personnage et les autres, hein, c'est récurrent les personnages d'enfants dans ce genre de contexte, qu'un enfant pour poser une question, constater que cette question que personne ne pose, en fait on n'a pas la réponse, et que parce qu'on n'a pas la réponse, alors la question elle se pose finalement. Il y a plein de questions qui ne se posent pas, et il suffirait de les poser pour voir qu'en fait, oui, ces questions, on peut les poser. Et c'est vrai dans le monde réel, et donc peut-être qu'en effet, à cet égard, cette saga, parce que c'est une saga qui va contenir plusieurs romans, on a un personnage qui questionne un petit peu les convictions, les certitudes des adultes autour d'elle, des adultes qui sont parfois un peu plan-plan, un peu feignants dans leur manière de voir le monde, parce que ça demande beaucoup d'énergie de se questionner tout le temps. Vous le savez bien. Donc voilà, Les Énigmes de l'Aube, tome 1, Premier Souffle. Sachez qu'il y a une pièce de théâtre qui existe dans le même univers qui s'appelle La Première Fille. Et je vous en parle, alors, ne la lisez qu'après avoir lu le tome 2 qui sortira dans un an, parce que sinon il y aura des mini-spoilers. Pas grave, mais un peu quand même. Et cette pièce, je vais en dire deux mots parce que je suis extrêmement fier et à la fois extrêmement peiné. Sachez que ce que le Covid m'a fait de plus brutal à moi personnellement, c'est m'empêcher de me rendre en Arabie, à Riyad, au mois de mai, alors qu'était prévu que cette pièce soit jouée par les élèves d'une école, donc des jeunes élèves, à Riyad, en Arabie. C'est l'histoire d'un élève, d'un brillant élève, dans le plus illustre institut de la plus grande école de magie du monde, dont on se rend compte qu'en fait, c'est pas un garçon. Or, ne pas être un garçon, ça n'est pas autorisé dans cette école. Et donc, ça pose des problèmes. Et donc, que ce texte soit joué par des élèves en Arabie, pour moi, c'était magnifique. Je n'ai pas pu m'y rendre, donc c'est une grande tristesse pour moi. J'espère que les élèves peut-être regardent les Jordi Coucou, que les profs regardent les Jordi Coucou aussi, et que si jamais ils veulent programmer cette pièce quand on pourra enfin voyager, c'est avec plaisir que j'irai me joindre à eux pour regarder cette pièce, si elle est jouée. Pour finir, vous savez sans doute que je suis l'auteur d'autres bouquins. Il y a Quand est-ce qu'on biaise, qui reprend en partie les textes de La Tranche-Chambier, L'évolution ça marche et Ironie d'évolution, deux bouquins sur la théorie d'évolution et pourquoi est-ce qu'elle pose problème et qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux arguments des créationnistes. Et puis connaissez-vous l'homéopathie sur l'homéopathie. Peut-être que ceux qui la pratiquent le plus, ceux qui l'aiment le plus, ne sont pas forcément ceux qui la connaissent le plus et qui ne connaissent pas forcément les études qui portent sur cette discipline de médecine douce parallèle alternative. Et puis le premier essai que j'ai publié, c'était celui-ci, La vie après la mort, une approche rationnelle, aux éditions Bookie Book, dans la collection Une chandelle dans les ténèbres, que dirige Henri Brock. Je suis très fier de sortir ce bouquin avec Henri, que j'apprécie particulièrement. Je mettrai les références des livres dans la description. Vous pourrez aller tout voir. Vous pourrez partager l'info si ça vous amuse qu'un zététicien écrive de la fantaisie. Vous pourrez même commander le bouquin ou le lire chez vos libraires autant que vous voulez.
Et puis on pourra se croiser lors d'événements, lorsqu'enfin on pourra se croiser sans avoir peur d'attraper la mort les uns les autres. Et je pourrai vous dédicacer le bouquin avec un grand plaisir, évidemment. Chers amis, c'était la séquence réclame pour vous dire que oui, Mantac écrit des livres de fiction également, et que peut-être ça peut vous plaire. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave, sincèrement, il n'y a pas d'obligation à aimer toutes les facettes d'un personnage. Portez-vous bien, je vous embrasse, moult et moult, à très bientôt.